Des fois, on fait de très belles rencontres. Dans cet épisode, Frédéric Claver est avec moi. J'espère que... je suis convaincu que vous allez aimer l'épisode. Parfois, j'aime ce genre de discussion où on saute tête première et profondément dans l'intelligence artificielle, mais très concrètement, c'est-à-dire que là, on va voir l'entrevue que j'ai faite avec Frédéric. On parle d'histoire, mais on parle aussi de c'est quoi faire de la recherche en histoire, c'est quoi une tête de chercheur, puis comment un chercheur avec une bonne tête en histoire et en intelligence artificielle peut mobiliser ses outils pour aller puiser dans le savoir, puis construire lui-même son savoir en histoire. C'est geek, c'est profond, ça va tellement vous changer de quelques analyses parfois là, qu'on voit dans les médias en surface. C'est sûr qu'on aime ça parler des biais, des dangers des réseaux sociaux, puis des deepfakes et tout ça. Moi, j'en conviens. Mais parfois, il faut prendre le temps d'explorer pour de vrai à quoi ça ressemble l'utilisation de l'intelligence artificielle de haut niveau. Donc, voir à quel point dans la recherche, comment on mobilise ces outils-là pour puiser dans le savoir, trier dans le savoir, gérer, faire du sens avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de données. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur les enjeux éthiques, techniques, légaux, sociaux, historiques de l'intelligence artificielle. Dans cet épisode, je vous propose une partie très spéciale de notre enquête, un rendez-vous très spécial avec l'histoire. Donc, la place de l'IA en histoire, la place de l'histoire en IA. Et pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir un acteur important de cette réflexion. Frédéric Claver est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Frédéric. Et je suis enchanté de l'invitation. D'abord, un peu de contexte peut-être entourant l'invitation de Frédéric Claver. C'était au début du mois de septembre, je pense. Vous le savez, j'en avais parlé un petit peu dans le podcast. Puis je vous demande toujours de réagir quand vous écoutez les podcasts. Je me dis, faites des commentaires, écrivez-moi, partagez-le, mais écrivez des commentaires quand je publie, puis tout ça. Puis Frédéric a fait bien mieux que ça. Il m'a écrit, puis dans son courriel, évidemment, il y avait de très bons mots sur le podcast. Mais il y avait aussi une très belle réflexion là, sur les liens entre l'histoire et l'IA, sur l'enseignement de l'histoire à l'ère de l'IA, puis sur les liens entre l'IA générative, puis la mémoire collective. Et c'était vraiment passionnant de le lire. Est-ce que tu fais ça souvent, Frédéric, écrire à des podcasts pour leur dire ce que tu penses? Pourquoi as-tu senti l'urgent besoin de nous écrire, Frédéric? Alors non, je le fais pas souvent, mais j'ai fait un lien entre l'une des séances sur l'enseignement et la pédagogie à l'ère de l'IA et une réunion qu'on a eue au sein de mon université. Réunion qui m'a un peu fâché. Parce que je voyais beaucoup de collègues en fait plaquer des vieux reproches contre les étudiants, reproches qui ont probablement été faits contre moi aussi quand j'étais étudiant dans les années 90, qui remontent à quelques temps maintenant. Les étudiants ne lisent plus, par exemple. Ouais, ils lisent plus, ils savent pas écrire, ils savent pas lire. Et il y a 5 ans, c'est à cause des médias sociaux. Aujourd'hui, c'est à cause de l'IA. Dans les années 90, c'est à cause de la télé, des jeux vidéo, voire du jeu de rôle. Oui, puis probablement à la télé, c'était là aussi le problème avant. Là. À chaque technologie, il y a une plainte. Il y a un prof qui se plaint que c'est de la faute de la technologie si personne ne lit. Exactement. Or, je pense qu'il y a des reproches à faire à l'IA, enfin l'IA générative, hein, puis c'est essentiellement de ça qu'on parle, et des chatbots et aux chatbots.
Mais je pense qu'il faut qu'elle soit documentée, enfin que notre critique des chatbots de l'IA générative soit documentée, appuyée, Oui. et qu'on pointe les vrais problèmes. Et j'avais fait le lien entre cette réunion et une remarque qui était faite dans ce numéro du podcast sur une remarque qui avait été faite sur Niall Ferguson et un texte qu'il avait écrit. Et moi, ce que je voyais dans le texte, c'était pas une critique de l'IA, c'était la vieille obsession de Niall Ferguson, qui est un conservateur très affirmé, de revenir à une université, disons pré-mai 68, qui soit une université d'élite et pas des universités de masse. Alors moi, je suis d'accord avec le fait que l'université doit fournir un enseignement au plus grand nombre. Et surtout, je pense pas que ce texte soit un texte sur l'IA. Je pense que c'est un texte d'un conservateur sur l'université et les reproches qu'il a à faire à l'université telle qu'elle existe aujourd'hui. Et voilà, c'était le lien que j'avais fait. C'est pour ça que j'ai envoyé mes commentaires. Mais c'est bien. Puis je pense que tu as raison de faire ce genre de commentaires. En tout cas, j'étais bien content de l'entendre parce que c'est sûr que t'es sûrement pas le seul à le penser dans les critiques qu'on entend de l'IA, surtout à l'université. Là, des fois, il y a un peu ça. Là. Donc, il faudrait le documenter. Si vraiment ça nuit à ce point-là, il faudrait le documenter. Puis l'idée que qu'on forme les masses, ben c'est ça aussi. C'est un des objectifs qu'on s'est donné depuis les années 70, de former les masses, de multiplier les universités, puis d'essayer d'avoir une société un petit peu plus qui ait plus égalitairement accès à ce savoir. Écoutez, Frédéric, d'abord, je vais te présenter un peu. Frédéric, il est prof d'université au Centre for Contemporary and Digital History, donc histoire contemporaine et digitale de l'Université du Luxembourg. Parle-nous peut-être brièvement de ton parcours, Frédéric, ta formation, tes principaux intérêts de recherche. Alors, si on revient aux années 90, à mes périodes d'étudiant, justement, j'ai commencé par des sciences politiques, en fait, mais au sens français, donc c'est un mix d'histoire, de droit, d'économie, et aussi de sociologie et sociologie politique. Et je me suis ensuite orienté vers l'histoire des relations internationales, et dans la manière dont j'ai fait ma thèse, qui était sur un ministre de l'économie du Troisième Reich, j'avais déjà commencé à utiliser bases de données, ordinateurs, etc. Et c'était pas à la fin des années 90, début des années 2000, c'était pas rare, mais c'était pas non plus tout le monde. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les centres d'archives à prendre des notes à la main, ou à prendre des notes sur leurs ordinateurs, mais pas nécessairement avec une base de données structurée. Bon, c'était pas original non plus, hein, je dis pas ça, mais il y a quand même une présence de l'ordinateur dès le départ. Il se trouve que j'ai pas continué sur cette voie parce que les hasards d'une carrière qui a été plutôt atypique, c'est-à-dire que mes premiers postes sont pas des postes d'enseignant-chercheur. Il y a eu d'abord un poste dans une institution luxembourgeoise qui mettait en place une bibliothèque numérique sur l'histoire de l'intégration européenne. Puis je suis passé comme ingénieur de recherche à Paris-Sorbonne, puis je suis allé 7 fois à Lausanne comme... ingénieur de recherche, c'est quoi que ça fait, ça? Un ingénieur de recherche, normalement en France, c'est des postes qui ont un double sens. Ils aident les autres à faire leur recherche. Ah. Et ils font leur recherche propre. Ok. Donc c'est un peu l'équivalent des maîtres de conférences en France, donc qui seraient des associates ou assistants de professeurs dans le monde anglophone. Mais au lieu probablement ce qu'on appelle auxiliaires de recherche ici, est-ce que ça se peut? Ouais, je pense, ouais. Mais qui ont donc les maîtres de conférences, c'est moitié recherche, moitié enseignement. Les ingénieurs de recherche, c'est moitié recherche, moitié ingénierie de la recherche, donc éventuellement de l'aide aux autres. Voilà, ça peut être des gens qui spécialisent dans la mise en place de bases de données, mais ça peut être aussi des choses non informatiques, de l'aide à la recherche dans les archives. Voilà, c'est une carrière un peu différente. C'était toujours un contrat temporaire, et après, pour la première fois, j'ai eu mon premier poste d'enseignant-chercheur en 2015 à l'Université de Lausanne. À Lausanne. Dans cette section d'histoire qui était vraiment très agréable et sur un campus qui est génial, avec des moutons et la vue sur les Alpes. Wow. Exactement. Et ensuite, comme professeur assistant, donc au C2DH à l'Université de Luxembourg, mais qui est un poste définitif. En fait, c'est pas tout à fait la même chose que les postes de prof assistant dans le monde anglophone.
théoriquement sur l'histoire économique et intégration européenne, ce qui était à l'origine ce que je faisais, mais au fur et à mesure de ma carrière, en fait, je me suis vraiment réorienté d'abord sur les relations des historiens et historiennes à leurs sources primaires, Oui, à l'ère on va en numérique, parler, ça. et ensuite de plus en plus des enjeux sur des enjeux mémoriaux. J'ai notamment mené une recherche sur Twitter et le centenaire de la Première Guerre mondiale, un peu par hasard d'ailleurs. Sur Twitter et la Première Guerre mondiale. Et le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le centenaire. Twitter avait célébré ça ou qu'est-ce que c'est? Non, c'est plutôt les échos des commémorations. Donc le centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est probablement l'une des séquences de commémoratives les plus longues qui ait jamais existé, puisque ça commence en 2014, voire 2013 dans le cas français. Hein, le centenaire est lancé le 11 novembre 2013. Et qui se termine avec le 11 novembre 2018, avec même d'un point de vue international cet énorme 11 novembre à Paris. Donc c'est une séquence exceptionnelle de commémoration, et c'est aussi la première séquence de commémoration de ce type à l'ère des médias sociaux. C'est sûr qu'à l'ère des médias sociaux, en 2014, Twitter, il n'y avait pas du tout le même visage qu'en ce moment, puis toi, tu observais ce qui se passait sur Twitter à propos de ça. Voilà, et c'était une époque où on pouvait collecter des données. Oui, gratuitement. Ben, on en collecte autant, mais c'est juste que c'est pas nous autres qui y a accès. Là. Donc à l'époque, on pouvait avoir, alors fallait anticiper les hashtags, etc., mais on pouvait collecter jusqu'à 1% du flux des tweets tous les jours. Wow. Ce qui pour les commémorations était suffisant, et donc c'était beaucoup de gens parlant des commémorations auxquelles ils participaient. Mais aussi des historiens et historiennes qui expliquent ce qu'ils ont fait sur la Première Guerre mondiale. Ça peut être des musées qui utilisaient Twitter avec des traditions, enfin des manières d'utiliser Twitter et Facebook très différentes entre les musées français et les musées britanniques par exemple, et aussi de nouvelles pratiques. Il y a une base de données en France qui est éditée par le ministère des Armées, qui est la base de données des morts pour la France, et c'est donc tous les morts déclarés morts pour la France, donc tous ceux qui sont morts du fait de la guerre, ont une fiche dans cette base de données. C'est un statut légal en fait qui est créé en 1915. Ces fiches ont été numérisées, mais les métadonnées étaient très pauvres. Donc il y a eu ouverture d'un module de transcription humaine, et donc énormément de gens, pas que des Français, allaient sur la base de données, créer un compte et utiliser le module de transcription pour transformer ces images d'actes administratif en texte, reconnu comme texte par l'ordinateur, donc avec des possibilités ensuite de chercher beaucoup plus facilement des informations. Et il y avait un double sens dans cette volonté de transcription, un sens, créer un petit mémorial pour chaque mort pour la France, donc sa fiche en fait, numérisée. Et améliorer une base de données à des fins historiques, pour permettre aux historiens de pouvoir mieux travailler dessus. Donc il y avait ça, ce sont des pratiques nouvelles qui viennent avec les médias sociaux, avec le numérique, avec ce qu'on appelait il y a bien longtemps le Web 2. Donc le Web 2, l'appel à la participation des gens. Puis est-ce qu'aujourd'hui, Frédéric, est-ce que tu es encore dans cette mouvance-là? Est-ce que tu t'intéresses de la même façon à la recherche en histoire, aux réseaux sociaux, tout ça? Est-ce que ça fait partie de tes intérêts? Alors ça fait toujours partie de mes intérêts, mais les réseaux sociaux aujourd'hui c'est plus compliqué. Il y a eu depuis à partir de c'est 2015, divisé aussi, hein, on n'est pas tous sur les mêmes réseaux, on dirait. À partir de 2015-2016, il y a un mouvement de fermeture des API, donc ces interfaces de programmation applicative. Ah oui. Qui permettent qui ont plusieurs fonctions, mais l'une des fonctions c'est la collecte de données. Twitter avait mené une politique depuis longtemps de relative ouverture sur ces données. Il y a un moment il fallait payer, mais on pouvait quand même aussi collecter pas mal de données gratuitement. Et en 2020, ils avaient même créé un accès spécifique pour les chercheurs. Encore à partir de 2020 ou 2021, on pouvait... ça a beaucoup changé, disons. Voilà. Et tout est fermé, sauf si on a $60,000 par mois. Et encore pour pas autant de données. Donc on peut plus, l'étude en tout cas ne peut plus se faire de manière aussi quantitative. Alors il y a des petites feintes, je connais des collègues qui ont trouvé des petites manières, des petits trucs, mais voilà. Il y a quelques collègues qui ont réussi grâce au Digital Service Act de l'Union européenne, donc un règlement de l'Union européenne qui force les grandes plateformes à ouvrir un accès à la recherche.
Mais cette ouverture, elle se fait sur un motif, je ne connais plus la formulation précise, mais qui peut être interprétée par les grandes plateformes, et donc tous les chercheurs n'ont pas accès via le DSA à des données qui sont celles de X. C'est intéressant de voir à quel point le monde, il a changé, comme disait Mbappé dans le meme, là. C'est ça, là, on est dans une autre époque. À une certaine époque, les réseaux sociaux, il y avait une collaboration presque avec les chercheurs. Aujourd'hui, on dirait que la donnée, elle est piégée, on l'a enfermée derrière les propriétaires, peut-être, l'ont enfermée derrière leurs propres réseaux sociaux. C'est vrai, c'est difficile d'avoir accès à ça. Ça fait partie des difficultés en recherche aujourd'hui. Là, on prend toutes sortes de mesures pour faire de la recherche, avoir quelques données, on fait signer des formulaires de consentement, puis tout ça, puis il y en a d'autres qui glanent des milliards et des milliards de données, des téraoctets de données sans nous demander la permission, puis en plus, on n'y a même plus accès lorsqu'on souhaite juste faire de la recherche à ce propos-là. Oui, un chercheur a même parlé d'API Calypse, avec la fermeture des API. API Calypse, un bon jeu de mots. Qui a détruit en fait toute une partie de la recherche, et avec des nouvelles stratégies qui sont à mettre en place. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus en fait, mais ça reste en lien, hein, c'est les prompts. C'est ce que les utilisateurs entrent dans les chatbots. Et c'est pas tellement la réponse qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est vraiment les prompts. Et surtout les prompts quand ils font référence au passé. Qu'est-ce qui les intéresse dans le passé? Quel type de demandes font-ils? C'est ça, c'est ce qui t'intéresse? Pas autant la réponse qu'ils vont avoir que leur intérêt. Qu'est-ce qui les intéresse dans ce passé? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur le passé? Alors, ce qu'ils veulent savoir sur le passé, c'est déjà souvent en relation au présent. Enfin, parfois, c'est pas non plus une volonté de connaissance, de savoir. C'est les données que j'ai, en fait, souvent sont des données liées à Stable Diffusion, qui est donc un modèle de diffusion, donc de création d'images. Pourquoi Stable Diffusion? Parce qu'il est open source, et parce qu'il publie aussi des bases de données de prompt, enfin des jeux de données de prompt. Donc on peut comme ça, il y a plusieurs jeux de données, il y en a un gros de 10 millions par exemple. C'est lesquels les gros qui collaborent justement, qui sont ouverts en ce moment? C'est j'imagine Claude AI et puis tout ça, c'est pas ouvert, hein? Pour avoir les prompts, non. Mais non. C'est normal, hein, ce sont des données qui peuvent être très sensibles, hein, mais c'est essentiellement les systèmes open source. Donc moi, ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est vraiment des plateformes liées à Stable Diffusion, donc qui utilisent Stable Diffusion, et qui, puisque les prompts et les images ou les textes qui sont générés peuvent aussi être des données d'entraînement, publient souvent ça comme jeu de données d'entraînement, les prompts et les résultats, comme jeu de données d'entraînement ou de fine-tuning, en fait. Pour d'autres plateformes. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est voir quand est-ce qu'il y a des usages du passé. Et c'est pas nécessairement des utilisateurs qui veulent connaître quelque chose sur le passé. Ce sont par exemple des utilisateurs qui veulent faire plutôt correspondre le passé à leur idéologie, ou qui veulent projeter le présent dans le passé, mais toujours souvent en fonction quand même d'une idéologie. Donc il y a ce prompt caricatural il est en anglais, je le traduis en français, Joe Biden devant la porte de Brandebourg, en train de faire un salut nazi, et avec des soldats de la Wehrmacht défilant devant lui. Ah, ça c'est un prompt, là. On va avoir des images qui ressemblent à ça. Et moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est d'abord de regarder ce type de prompt, et ce qui m'intéresse ensuite, c'est quand même le résultat que donne la plateforme, parce que souvent le résultat il est rare qu'un prompt marche du premier coup. Et donc, on voit parfois les utilisateurs faire évoluer leur prompt pour obtenir ce qu'ils veulent à la fin. Plus de ci, moins de ça, ajouter quelque chose. Puis là, dans le fond, l'idée de l'utilisateur, on la comprend, là, elle se précise à travers son raffinement du prompt en tant que tel. Là. Voilà. Et moi, j'interprète ça comme une négociation entre un utilisateur et la machine dans un sens métaphorique, d'une part, mais derrière, on va dans les études mémorielles, dans la notion de mémoire collective, on a notre mémoire est sociale, c'est Alvax qui l'a prouvé dans l'entre-deux-guerres, qui a commencé à le montrer, mais ces systèmes sont entraînés sur des données que nous avons produites, donc ils embarquent aussi des mémoires collectives, donc il y a une confrontation dans cette négociation entre la vision du passé d'un utilisateur et les visions du passé qui sont embarqués dans ces systèmes, et dans le cas de Joe Biden, il n'a jamais réussi à avoir ce qu'il voulait. On voit bien le prompt, et c'est un échec.
Donc c'est déjà un peu les liens entre présent et passé, c'est aussi regarder les références implicites au passé qui peuvent être compliquées à repérer. Donc c'est ce prompt, par exemple, pour donner des exemples précis, d'un utilisateur probablement hongrois qui en 2022 écrit un prompt qui doit être l'armée de l'Union européenne ou les chars de l'Union européenne entrent dans Budapest. Alors pourquoi ce prompt? Parce qu'à l'été 2022, il y a des négociations extrêmement difficiles entre la Hongrie et la Commission européenne qui avait bloqué des aides à la Hongrie parce que Viktor Orban a un peu de mal à respecter quelques droits démocratiques fondamentaux. Puis l'utilisateur veut une photo une image qui représente sa conception, cette conception. Voilà. Sauf qu'on enlève Union européenne, on met Union soviétique, on a une description de Budapest en 1956. Et c'était clair, en mettant le prompt dans Google, ou dans un autre moteur de recherche, je n'obtenais que des photos de 1956. Donc là, il y a une référence implicite au passé, alors c'est compliqué à repérer, mais on peut utiliser l'IA pour le repérer. On peut utiliser, pour le moment, j'ai utilisé l'API de Claude, par exemple, où je lui envoie un prompt système, donc je lui explique comment je définis une référence au passé quand elle est explicite, implicite. Il y a une petite stratégie de prompting où je lui explique qu'il faut qu'il se mette dans la peau d'un comité d'historiens pour répondre, et donc c'est un prompt système qui est un peu élaboré. Et ensuite, je lui envoie chaque prompt de corpus de 10 millions. Alors pour le moment, je l'ai fait sur un échantillonnage, sinon ça coûte trop cher. Et il me renvoie un yes ou un oui ou un non. Ça marche pas mal. Il y a encore des choses qui ne passent pas. Il y a encore des références au passé qui sont des références au passé, mais qui ne m'intéressent pas parce que c'est pas une référence au passé historique. L'année dernière à Noël, c'est une référence au passé, mais c'est pas une référence au passé historique. Je comprends. Mais ça permet de commencer à travailler sur des données assez intéressantes et de voir comment les utilisateurs voient le passé. Ou l'envisagent. Et comment ils essayent aussi de négocier avec la machine pour avoir des textes, des images qui correspondent à leur vision du passé. C'est vraiment intéressant, Frédéric. Je pense qu'on comprend mieux ta tête de chercheur. On voit bien l'utilisation que tu peux faire de l'IA pour faire de la recherche en histoire. Je vois bien où tu t'en vas. J'ai envie on n'a même pas commencé l'entrevue en tant que tel. J'avais préparé plein de questions. On va se lancer quand même. Je sais que tu connais bien le monde académique. J'ai lu le premier. En fait, l'entrevue, je vais la diviser en deux. Là. Il y a deux textes auxquels tu es associé. J'ai envie d'explorer les deux. Le premier, c'est AI Manifesto. Donc, un texte que tu as publié. Ça parle des problèmes engendrés par l'IA générative dans la recherche et la pratique de l'histoire. Et donc, toi, tu connais bien le monde académique. Je connais bien le monde académique, mais certains de nos auditeurs le connaissent peut-être un peu moins bien. On va sauter dans ce domaine-là. Comment, toi, tu utilises comme ça dans ta pratique de la recherche? Est-ce que tu es le seul autour de toi en histoire ou est-ce qu'il y en a d'autres qui font ce genre de pratique de l'histoire accompagnée par l'IA? Alors, je vais juste préciser quelque chose sur l'AI Manifesto. C'est un texte qui est collectif. Ah ben oui. Donc, vous étiez combien à avoir écrit ça? Alors, la synthèse a été faite à deux. Donc, moi et mon collègue Sean Takats, qui est connu comme prof de l'Université du Luxembourg, mais aussi comme directeur de Zotero. Mais on avait derrière un groupe de collègues du C2DH, quelques profs, pas mal de postdocs, beaucoup de doctorants et de doctorantes. Et nous, on a fait la synthèse. Donc ta question était sur l'utilisation de l'IA dans la pratique de la recherche en histoire. Oui, est-ce que t'es le seul, toi? Je vois bien que tu l'utilises de façon assez technique et informée. Est-ce que autour de toi, ça ressemble à ça, un département d'histoire? Est-ce que... alors, un département d'histoire, je ne sais pas. Le C2DH, oui, ça ressemble à ça. Ah oui. Ça ne ressemble pas qu'à ça. Hein. Il y a des collègues qui n'utilisent pas d'IA. Parce que parfois c'est pas possible, parce que parfois les archives, par exemple, sont pas numérisées, ne sont pas numérisables pour diverses raisons, y compris légales. Donc, on retourne sur des manières plus classiques de travailler, parce que parfois c'est pas pertinent. Mais on est le Center for Contemporary and Digital History, donc la partie numérique est importante. Donc on est à peu près 120 en tout dans ce centre.
À l'université du Luxembourg, les centres interdisciplinaires comme le C2DH sont au même niveau que les facultés, donc ce sont des gros centres. Donc au C2DH, oui. Après, quand on va dans d'autres départements d'histoire, quels que soient les pays, ça peut être très très contrasté avec des départements d'histoire où il n'y a quasiment pas de numérique. J'imaginais ça poussiéreux. L'histoire, là, c'est sûr que le contraste avec ton récit un peu plus tôt, tu fais « Ah non, ok, là, C'est très variable, en fait. Ouais, peut-être. C'est très variable. Les historiens sont intéressés à l'usage de l'ordinateur, des mainframes, en fait, dès que les mainframes sont arrivés dans les pays où ils travaillaient. Donc, le premier article dans les Annales, qui a un très gros journal d'histoire dans le monde francophone et anglophone, c'est la fin des années 50. C'est un traitement encore on parlait encore de mécanographie à l'époque, traitement mécanographique de données notariales, François Furet et Adeline Domar, et parce que c'était le big data de l'époque, en fait. C'était des données très importantes, et pour essayer d'en retirer quelque chose, en fait, ils ont utilisé ce qu'on appelait encore à l'époque la mécanographie, puisque le terme informatique, ordinateur a été inventé plus tard. Les IBM, c'est d'abord la mécanographie, donc c'est du traitement mécanique de fiches. Wow. Donc c'est les historiens et historiennes s'y sont intéressés très très tôt. Par contre, c'est pas nécessairement une majorité d'entre eux qui s'y sont intéressés. Et donc ça dépend beaucoup, l'usage de l'ordinateur et aujourd'hui de l'IA dépend beaucoup des sujets qu'on traite, des archives, des sources primaires qu'on utilise, ce qu'on veut leur faire dire et donc de la question de recherche. Puis le manifesto, ça avait été écrit dans... C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était un peu définir nos besoins, faire un état des lieux. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu très vite qu'on l'utilisait quasiment tous, en fait. Les chatbots, les modèles de langue, il y a encore une différence entre modèles de langue et chatbots, à des degrés divers, et sans nécessairement le documenter. On a avec ma collègue RN2, Caroline Muller, mis en avant le concept de pratique numérique discrète, c'est-à-dire le fait qu'on utilise des outils numériques, ici l'IA, sans le documenter. Et donc, ce qu'on voulait avec Sean, c'est éviter que ça arrive avec l'IA, en fait. C'est qu'il fallait documenter clairement la manière dont on utilise l'IA, admettre le fait qu'on l'utilisait quasiment tous, en tout cas au C2DH, probablement dans d'autres centres qui ne le clament pas, mais qui l'utilisent quand même, et aussi regarder un peu nos besoins. On a besoin de formation, on a besoin de former nos étudiants. Dans le manifesto, vous parliez de vos besoins d'infrastructures, besoins de ressources humaines. De quoi ont-ils besoin autour de toi là, pour s'ajuster à ce monde avec l'IA et le monde académique? Donc besoin d'infrastructures, ça veut dire éventuellement, alors infrastructure dans un sens très large, mais ça peut dire par exemple mettre en place une politique d'achat d'ordinateurs qui sont un peu différentes, parce qu'on a besoin de GPU quand on fait de l'IA. Éventuellement nous apprendre à utiliser les infrastructures existantes au Luxembourg de ce qu'on appelle le high performance computing, donc les gros centres de calcul. Surtout que maintenant on a accès à du GPU, justement. Avant il y a encore 2 ans c'était que du CPU. Et puis la méthodologie aussi, comment on traite des résultats qui sont issus de systèmes qui ont une nature profondément probabilistique. Donc là il y a quand même aussi des petites questions à se poser. Et ensuite un cadre légal ou paralégal, c'est-à-dire dans quel qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Voilà. Et notamment dans le cas de l'écriture, quand est-ce qu'on commence à considérer qu'il y a du plagiat ou pas de plagiat. Ben oui. Puis dans votre université, est-ce qu'il y a de la formation pour les, je sais pas pour les profs, mais j'imagine, mais à quoi ça peut ressembler? C'est quoi le niveau en ce moment? Est-ce que les profs sont bons? Est-ce que les étudiants sont bons? Est-ce qu'on les forme? Ça ressemble à quoi leur niveau de littératie numérique en ce moment là? C'est très très variable. C'est ça, en ce moment, c'est qu'il y en a qui sont des geeks qui connaissent tout, qui savent gérer, avoir accès via des API à tout ça, qui ont besoin de GPU comme toi, et puis il y en a d'autres qui prennent ChatGPT puis qui posent une question de temps en temps, là, puis il y en a d'autres qui savent même pas c'est quoi ChatGPT, et il y a de tout en ce moment à l'université. Là. Alors, tout le monde sait ce qu'est ChatGPT.
tout le monde ne sait pas nécessairement ce que c'est exactement. Oui, c'est ça. Il y a des collègues aussi qui refusent de l'utiliser pour des questions diverses et variées, y compris éthiques, politiques, environnementales aussi. Ben oui. Le niveau est très très variable. Il y a maintenant une petite introduction à l'usage des chatbots pour les étudiants. Mais c'est vraiment basique, c'est plutôt où est la limite entre l'utilisation légitime, l'utilisation qui commence à ressembler à du plagiat en gros. J'avais regardé la formation quand même, elle est assez courte, ce qui moi m'avait un peu énervé, c'est qu'il s'avançait sur nos usages à nous. Quelqu'un qui ne m'a pas parlé et qui explique à mes étudiants que j'utilise l'IA comme de telle manière ou de telle autre manière, ça m'énerve un peu, mais globalement c'est bien fait, c'était plutôt pas mal, et puis même sur l'usage par les professeurs, ils s'avançaient pas trop. Après, c'est beaucoup une question pour les étudiants de ce que chacun fait dans son cours. Et moi, comme je suis dans un centre dit interdisciplinaire à l'Université du Luxembourg, j'ai qu'un quart de mon temps sur l'enseignement, donc c'est en gros 2 à 3 cours par an, semestriels par an. Et par exemple, en première année, je veux pas qu'ils utilisent de chatbot. Mais en master, c'est le cœur du cours, de mon cours. Je leur explique comment... Parce que mon cours en master est un cours vraiment sur les mémoires collectives européennes à l'ère numérique. Et donc, le but, c'est qu'ils se définissent un sujet, qu'ils interrogent un chatbot, et qu'ils en fassent ensuite une critique, qu'ils regardent comment, en fonction d'une stratégie de prompting, on a des réponses différentes. Si... en changeant la langue, ça c'était super intéressant l'année dernière, c'est cet étudiant qui n'a pas les mêmes réponses sur l'histoire de l'imprimerie, s'il pose sa question en anglais, en français ou en chinois. Ben oui, c'est intéressant. Voilà. Donc, et ensuite, ils en font une critique, ils regardent les différences, comment en changeant la prompting, la langue. La langue du prompting. En comparant les différents chatbots, ils peuvent obtenir des résultats qui sont super différents. Et après, ils en font une critique. Donc, il y a tout un cours qui est sur la mémoire collective, ce qu'est la mémoire collective, les Digital Memory Studies, et puis ensuite l'IA, ce qui est un grand modèle de langue, un modèle de diffusion, puis ce qui est un chatbot, puisqu'entre les modèles utilisés par un chatbot et le chatbot, il y a quand même il y a plusieurs couches de logiciels, d'alignement, de fine-tuning qu'il faut prendre en compte aussi. Donc là, c'est vraiment le cours en master qui est centré là-dessus. En première année de bachelor ou licence, je veux qu'ils apprennent les réflexes d'historiens. Je veux pas qu'ils utilisent de l'IA. Donc c'est la classe inversée. Comme ça, je sais quand je leur fais faire des exercices, par exemple des commentaires de texte, c'est en cours et je peux savoir s'ils utilisent un chatbot ou pas. Parce que c'est ça le défi en ce moment, c'est de former une tête, tu sais, d'abord former la tête, puis après mettre cette tête-là, elle pourra utiliser tous les outils qu'elle souhaite plus tard, là, mais d'abord former la tête, c'est ça le défi en ce moment, là. On a l'impression que quand ils ont trop tôt recours à ces outils-là, la tête est pas mal formée, là, mais il lui manquera quelques compétences éventuellement. Moi, je renvoie toujours les étudiants, je leur explique le principe GIGO, garbage in, garbage out. Tant qu'ils ne sont pas capables de formuler un prompt, ce qui n'est pas uniquement une question de technique de prompting, ce qui est aussi une question de connaissance, de méthodologie, de connaître son métier, ils mettront des sottises en entrée, ils auront des petits en sortie. Ouais, c'est ça. C'est ça, souvent que je vois ça avec mes garçons, peut-être quand ils étaient un peu plus jeunes, mais tu regardes, mais ils font une recherche. Avant, c'était avec Google, mais c'était ça. Donc, ils faisaient une recherche, mais là, ils disaient, j'ai pas trouvé, mais là, je regarde les mots qu'ils ont utilisés, mais tu pourras jamais trouver ça avec les mots que tu as utilisés. Donc, même chose pour le prompting. Si tu sais pas prompter, si tu sais pas cadrer ta recherche, si tu sais pas demander exactement et précisément ce que tu cherches, comment veux-tu que l'outil en tant que tel t'aide, là? Donc déjà, formé à poser une question très précise, documentée, un cadre, puis après ça, peut-être que la réponse va être, il n'y aura pas du garbage à la fin si tu n'as pas fait du garbage au début, là. Exactement. Et donc c'est un peu ça l'enjeu pour l'enseignement pour les étudiants, mais par contre ce sur quoi je m'oppose, c'est que notre réponse au défi que pose l'IA à l'enseignement supérieur ne peut pas être l'ignorance. Ça peut pas être ignorons les IA, n'enseignons pas ce qu'est une IA générative ou un chatbot
aux étudiants et aux étudiantes. Ça peut pas être notre réponse. Donc, on est une Non, parce que le potentiel il est immense. Quand tu regardes ce que toi tu fais, on le voit, le potentiel, il est là. Il y a possibilité d'utiliser la puissance de l'IA. C'est là. Il ne faudrait pas non plus ignorer ce fait-là. C'est exactement ça, tout en gardant un esprit critique. Mais pour avoir l'esprit critique, en fait, il faut être formé dans mon domaine en bon historien, d'abord. Oui, formé à l'esprit critique, c'est un des... On le voit, là, c'est les compétences très élevées en ce moment qui deviennent les plus importantes. On va sauter dans ton deuxième... ça poursuit, là, c'est sûr que c'est dans le même esprit, là. Mais le deuxième texte que j'avais lu de toi, ça s'appelle « L'histoire au temps des algorithmes ». Donc, une réflexion prospective sur l'introduction de l'intelligence artificielle en histoire au 21e siècle. D'ailleurs, j'aime bien ce titre-là. Je pense bien que je vais l'utiliser pour l'épisode « L'histoire au temps des algorithmes ». Ça fait rêver. Bon, tu parles de plusieurs choses. Je pense qu'on va y aller systématiquement. Là. D'abord, t'en parlais déjà un peu plus tôt. L'IA comme aide à la création des sources. On est à une époque de... C'est tes mots, là, je les ai pris de l'article en question. Une époque de mise en données du monde. On comprend ce que ça veut dire. On numérise tout, on transforme notre monde en données, des données qui pourront éventuellement être traitées par des systèmes d'IA. On archive tout. Et justement, on a un historien. Parlons de ces archives. Dans le texte, on mentionnait l'IA impose de penser et repenser la définition même de l'archive. Commençons déjà par le début. Définissons c'est quoi une archive, puis après ça, explique-moi peut-être comment un historien doit repenser à cette définition d'archive-là. Comment l'IA met un petit peu le bordel dans cette définition même d'archive, Frédéric? Alors la notion d'archive, elle est déjà très polysémique. Déjà, ça part bien mal. Ça part bien mal, surtout qu'elle a un peu évolué avec le web. C'est Bill Turkle, qui est un Canadien, qui parlait du web comme l'archive infinie. À l'origine, tout historien ou historienne travaille avec des sources primaires. Donc les sources primaires sont les documents qui ont été produits à l'époque que l'on veut étudier. De manière très très rapide. La notion de source primaire, elle est déjà aussi ambiguë parce qu'elle change en fonction de la question de recherche. Un ouvrage d'un historien est une source secondaire, puisque c'est de l'historiographie. Maintenant, si on s'intéresse à l'histoire de l'historiographie, c'est une source primaire. Ensuite, moi, je m'intéresse à des sources primaires qui sont émises aujourd'hui. Mais ce sont des sources primaires parce que ma question de recherche est sur le rapport au passé. Donc ça, la notion de source primaire est déjà un peu ambiguë elle-même, mais c'est voilà, il nous faut une matière, il nous faut un terrain, il nous faut des documents dans un sens très large qui sont émis par à l'époque que l'on étudie. Ensuite, l'archive, c'est déjà quelque chose d'au-dessus. Quand moi je travaille sur des prompts, ce sont pas des archives au sens où il n'y a pas eu de traitement archivistique de ces prompts. Quand je travaille sur des tweets, je les récupère directement, ça passe pas par un centre d'archives, donc ça passe pas par un traitement par des archivistes, donc c'est une matière brute, là. Mais pas des archives. Alors les données sont jamais des matières brutes à proprement parler, mais ça c'est encore un autre débat. Mais oui, on va dire une matière brute. On peut le dire ici, mais avec certaines limites. Donc les archives, c'est d'abord des documents qui sont émis et qui sont traités, parfois dès leur émission, par des archivistes qui vont regarder différentes choses, et notamment leur intérêt patrimonial, et qui en fonction de leur intérêt patrimonial, disons, vont les garder. Les archives d'une institution, c'est tout ce qu'émet une institution ou tout ce que reçoit une institution, mais ce qu'elle décide aussi de garder. Il existe des archives intermédiaires qui souvent ne sont pas gardées, ce qui peut poser quelques problèmes aux historiens parfois. Mais disons qu'il y a un traitement archivistique qui est déjà de conserver, de choisir ce qu'on conserve, et puis ensuite de classer les choses. Donc avec différentes traditions, donc la tradition anglophone, c'est la tradition de la series, donc les archivistes reclassent les documents en fonction d'un certain nombre de critères, tandis que sur le continent européen, on est plutôt sur le respect des fonds.
C'est-à-dire que si le ministre de l'économie, par exemple, le ministère de l'économie envoie un fonds d'archives aux archives nationales, le fonds d'archives sera conservé tel que le ministère de l'économie l'a organisé. Mhm. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est aussi le traitement archivistique, émettre des métadonnées, donc assurer que ces archives sont trouvables. Bref, il y a tout un travail fait par les archivistes, parfois par les bibliothèques aussi, qui permet ensuite aux historiens et historiennes d'utiliser ces archives pour faire leur travail, pour écrire l'histoire, pour faire pour répondre à des questions de recherche sur le passé. Après, depuis le web, et notamment avec une certaine influence anglophone, la notion d'archive s'est étendue. Tout est archive, d'une certaine manière. Il y a quand même des choix. Dès que ça devient sur le web, ça devient une archive, c'est ça? Quand tu dis tout est un archive. Parfois c'est le cas, oui. Parfois, en tout cas, certains collègues, pas nécessairement en histoire, mais le considèrent. Puis dans mon cas, où je récupère des tweets ou des prompts comme ça, oui, tout peut devenir archive. Est arrivée aussi la notion d'archive du web, où là, il y a une volonté d'archiver le web, donc c'est Internet Archive, mais aussi toute une série de bibliothèques nationales qui le fait. La Bibliothèque nationale du Luxembourg archive le domaine luxembourgeois, par exemple. Son sous-traitant est Internet Archive, donc on retrouvera aussi le web luxembourgeois sur Internet Archive. La Bibliothèque nationale de France le fait. Enfin, la bibliothèque danoise est particulièrement forte. Où là, il y a un traitement qui est un peu différent. Déjà, c'est techniquement du dépôt légal, enfin légalement du dépôt légal, et il n'y a pas tout à fait le même traitement archivistique parce que ça ne peut pas être le cas. Mais il y a d'autres types de traitements, et notamment d'enrichissement des métadonnées, de stockage, de pérennisation, etc. Donc la notion d'archive aujourd'hui, elle est très polysémique, très étendue. Puis le volume d'archives, c'est quoi les défis que ça pose pour un historien si tout est un archive, si ça devient une sorte d'archive infinie, c'est quoi le rôle ça devient quoi l'histoire, le rôle de l'historien dans tout ça? C'est quoi les défis que ça pose? C'est là qu'on retrouve un peu le lien. Et quand j'ai fait mon projet de recherche sur le centenaire sur Twitter, j'ai collecté 9,5 millions de tweets à peu près. Ça fait beaucoup, ça paraît beaucoup, j'ai souvent des réactions assez waouh, mais en fait c'est l'unité de base à l'époque en tout cas du traitement d'un phénomène sur Twitter, c'était le million de tweets. Et avec des outils même des outils issus de la tradition statistique française des années 80-90, on arrive encore à faire un traitement. Dans le cas du Covid, par exemple, j'ai collecté 60 millions de tweets. Là, c'était plus compliqué. Donc là, il a fallu que je fasse d'autres choses et que j'utilise par exemple des techniques de machine learning, qui est un logiciel qui s'appelle Mallette. C'est du topic modeling et derrière il y a un peu de machine learning, c'est pas du machine learning délirant, hein, mais quand même. Donc là on commence à faire appel à de l'IA, mais c'est impossible à faire sans l'IA, là. Ouais, des millions de tweets, comment on pourrait... Alors on peut échantillonner. Ouais, c'est vrai. Rob Kitchin argumente pour l'échantillonnage par exemple, disant que dans certains cas c'est toujours valable et ça coûte moins cher, c'est certain. Moi, je trouve que sur Twitter, les données Twitter, c'était compliqué d'échantillonner. Parce que quels vont être les critères? Oui, c'est ça. En fonction de l'horaire. Ouais. Comment on choisit les meilleurs tweets, là, qui sont les plus représentatifs, qui sont les plus pertinents? Alors, il y a des techniques. Moi, le problème, c'est plutôt la collecte, en fait. C'est pas... Si je collecte à 18h heure européenne, heure française, ça veut dire que c'est le moment en gros où il y avait le plus de gens sur Twitter, enfin je suppose sur X maintenant aussi. On a quasiment le monde entier représenté. Enfin, on a en tout cas des tweets d'Asie, on a des tweets d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, on a des tweets européens. Donc est-ce qu'il faut choisir l'heure en fonction de l'échantillonnage qu'on veut avoir? Non, les questions sont pas évidentes. Et ensuite, moi, il y a des choses que j'ai repérées qui étaient vraiment des signaux faibles, mais super intéressants. Cette question des gens qui vont sur la base de données des morts des morts pour la France, etc. C'était typiquement le cas, en fait. Je l'avais pas vu à la base. Pourtant, j'allais régulièrement sur Twitter, je regardais ce qui se passait. Je l'ai vu dans mes données. Je l'ai pas vu en allant sur Twitter. Et si j'avais
trop échantillonné, j'aurais risqué de le rater. Or, c'est peut-être le truc le plus intéressant à observer. Alors qu'avec l'IA, étant donné que là, on peut analyser par thème l'ensemble de tous ces tweets, on est sûr d'au moins d'aller chercher les quelques thèmes que toi, tu aurais pu échapper si tu avais fait un échantillonnage. Exactement, et puis avec l'IA aujourd'hui, il y a d'ailleurs des centres d'archives qui commencent à se poser la question de l'utiliser, on peut aussi enrichir les données. C'est-à-dire qu'on peut faire de la reconnaissance d'entités nommées alors on peut le faire de manière depuis longtemps avec du machine learning, mais dans le cas d'un projet mené par mon collègue Benoît Magérus par exemple, ils ont eu des résultats bien plus rapidement et meilleurs avec un modèle de langue pour repérer les noms propres par exemple et leur nature, c'était des noms de lieux, des noms de personnes, etc. Donc on peut enrichir en fait les données comme ça avec des modèles. Éventuellement il faut un petit entraînement avant, ou du RAG par exemple, mais c'est du quoi du RAG, du Retrieval Augmented Generation. Donc en fait on fait manger au modèle des documents qui nous intéressent et ça lui permet d'apprendre des choses. On fait manger, j'aime bien. Voilà. Et ça lui permet d'apprendre des choses et sur d'autres documents et sur les documents qu'on a utilisés pour le. Ouais, des fois on le fait naturellement. Ouais. On dit lis cet article-là, puis après ça on se reparle. C'est ça. Mais toute la création d'agents repose en partie sur des techniques type RAG ou fine-tuning. Donc c'est des choses qui permettent de personnaliser en fait un modèle à ses besoins. Et c'est pas mal. Le problème qu'on a, c'est évaluer la qualité des résultats et évaluer ce qu'on ne capture pas. Et ça, c'est avec des systèmes qui sont probabilistes, c'est compliqué. Capturer ce qu'on a... Oui, c'est vrai que il y a un défi qui est important. Parlant de défis, là, on parle de sources, de tweets, mais si on archive je me mets à la place de quelqu'un qui archive des images, des vidéos, aujourd'hui avec le deepfake, puis l'hyper-trucage, puis la difficulté des fois qu'on a de savoir ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est synthétique même, est-ce que ça complique pas un petit peu le travail d'archivage? Est-ce que ça peut empoisonner, je dirais, ce que tu appelles les sources, les données primaires? Alors, moi, ma première réponse à ce type de question, c'est on peut se reposer sur les archivistes qui se sont intéressés aux ordinateurs, au numérique de manière beaucoup plus poussée que les historiens et les historiennes, et qui donc ont aussi un savoir-faire qui a, en plus, il y a une histoire du faux depuis au moins l'Antiquité, qui ont quand même un savoir-faire pour déjà limiter le risque que présentent les deepfakes pour la manière dont on écrira l'histoire dans le futur sur la base de sources primaires émises aujourd'hui. Mais j'imagine que le défi est plus important en ce moment. Je veux dire, entre une photo photoshopée il y a 30 ans versus ce qu'on voit en ce moment. C'est pas... Ouais, mais ce qu'on voit, il y a une certaine évidence, en fait. Trump dans un avion qui déverse de la merde sur des manifestants, c'est super compliqué à repérer. C'est évident. Là. Mon problème sont... Comment on va analyser les sources cyborg, en fait. Moi, c'est plutôt ça. Imaginons un cas. Les sources cyborg. Dans ma thèse, j'ai beaucoup de cyborgs qui sont à la fois produites par des humains et par des systèmes d'IA. Ah oui, okay. Je vais donner un exemple. Dans ma thèse, j'ai beaucoup travaillé sur des revues de presse, en fait, des revues de presse qui étaient dans les archives de la Reichsbank dans les années 30. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est une manière de voir quelles informations et comment les informations arrivent au président de la Reichsbank et ministre de l'économie d'Hitler, qui était Hjalmar Schacht, qui était le sujet de ma thèse. C'est pas très compliqué de savoir comment ces revues de presse étaient faites, et on a une méthodologie qui nous est tellement transmise, qu'on l'a tellement intériorisée, qu'on sait très bien comment fonctionnent les services qui élaborent les revues de presse et qui font remonter l'info aux décideurs dans ce cas-là. Imaginons le cas aujourd'hui.
Un ministre veut sa revue de presse. Il est possible qu'il reçoive encore des titres de presse papier. Il est possible aussi qu'il reçoive revue de presse numérique en ce moment. Une revue de presse électronique. Et on peut imaginer que pour la sélectionner, on utilise un logiciel avec du machine learning qui apprend au fur et à mesure des sélections de revues de presse quels sont les sujets préférés de ceux qui préparent la revue de presse. Comment je sais, 50 ans après, 100 ans après, ce qui ressort de ce qu'a appris l'algorithme de machine learning et ce qui ressort de la sélection humaine. Oui, c'est ça, cette frontière-là est... C'est ça qui m'inquiète plus, en fait. Voilà. On ne sait plus. Avant, on savait que bon, la revue de presse, c'est un humain qui a fait le tri, donc c'est lui qui a décidé que c'était pertinent pour son ministre. J'imagine que c'est comme ça que ça se faisait. Là, si c'est l'algorithme, il s'est servi de quoi pour faire le tri? Est-ce qu'il s'est servi du travail de l'auxiliaire qui était là peut-être avant pour savoir c'est quoi qui peut intéresser un ministre? Puis là, on se promène avec, j'aime bien l'expression, une espèce de produit cyborg entre les deux, puis on ne sait pas c'est quoi qui est jugé humainement pertinent, puis ce qui est jugé algorithmiquement pertinent. Je vais finir par le dire. Et là où c'est compliqué aussi, ce sera de savoir ce que les conseillers du ministre, par exemple, ou les hauts fonctionnaires n'ont pas sélectionné à cause de l'algorithme. Ben oui. À cause du logiciel employé et de la manière dont il a été entraîné. C'est un vieil exemple en fait que je mets en avant souvent parce qu'il est facile à comprendre, mais qui me travaille quand même beaucoup parce que je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas comment ces sources cyborg on arrivera à les analyser. Je ne sais pas encore. Ouais, comment faire le tri, juger ce qui est pertinent, trier ce qui a été jugé humainement pertinent et non humainement pertinent. Beau défi pour la suite du monde, comme disait l'autre. Continuons peut-être sur le potentiel. J'ai envie de te pousser plus loin dans tes retranchements, Frédéric. On parle du potentiel de l'IA en histoire. Je lisais dans le texte que tu as publié que certains imaginent peut-être un jour où l'histoire serait capable de faire une espèce de lecture plus générale et englobante de l'histoire. Dans le texte, on parlait de Moretti, qui pour la littérature, avait analysé, non pas les ouvrages littéraires que lui, il avait lui-même lus, mais en analysant froidement, avec une certaine distance, l'ensemble des livres que l'ordinateur aurait lus pour nous. Est-ce qu'on peut imaginer l'histoire dans ce même mouvement, là, c'est-à-dire une histoire qui analyserait toutes les sources hystériques, mais froidement, là, sans le regard humain? Est-ce que c'est peut-être pas la solution du cyborg, là? On élimine l'humain, comme ça on serait sûr que c'est juste une machine qui a fait le tri? Non. Est-ce que ce serait une bonne idée déjà? Alors c'est la vieille idée d'essayer de rechercher des lois qui régiraient les sociétés humaines. C'est une vieille idée, c'est une idée qui remonte au moins à Newton, qui jusqu'à maintenant n'a jamais eu de succès. Moretti aussi a continué ses travaux et a fini par se critiquer lui-même, hein, et a critiqué la notion de lecture distante et les risques qu'elle impose. Le problème, c'est le rôle de l'interprétation. Alors, je sais qu'en sciences dures, le terme interprétation est très très mal vu parce que souvent, l'interprétation en sciences dures, quand ils utilisent ce mot, c'est ce que nous, on appelle la surinterprétation. Okay. Mais à un moment, regarder des sources primaires, ça n'a pas de sens en soi si on ne les relie pas, si on ne les relie pas entre elles. Si on n'en fait pas une critique, si on n'essaye pas de dégager du sens, ce sens, pas dans un sens marxiste, sens de l'histoire, hein, mais comprendre pourquoi ces archives sont là, comprendre pourquoi les acteurs que l'on étudie ont pris telle décision, etc. Donc ça, c'est l'interprétation. Balancer beaucoup d'archives dans des systèmes d'IA, en pensant que le système d'IA va interpréter à notre place, pour le moment, ça marche vraiment pas. Parce qu'il y a cette question d'interprétation. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que il y a ce qui est dans les archives et ce qui n'est pas dans les archives. Oui, il y a ça. Même dans les archives des États.
Alexis Léger, qui était le secrétaire général du Quai d'Orsay jusqu'au milieu des années 30, si mes souvenirs sont bons, donc du ministère des Affaires étrangères français. En tant qu'auteur, on le connaît comme Saint John Perse. Donc, qui était un diplomate français, c'est quelqu'un qui donnait ses instructions à l'oral. Donc, parfois, on a ses instructions indirectement, mais parfois, on n'a pas ses instructions. Et donc, ce qui n'est pas dans les archives, nous, en interprétant, on peut comprendre certaines choses. Je ne pense pas qu'en faisant manger beaucoup d'archives à des systèmes d'IA générative, elles peuvent comprendre ces absences. En tout cas, je l'ai encore jamais dit. C'est un exemple parmi d'autres des limites de ces systèmes. Elle peut pas comprendre ce qu'elle a pas mangé, tiens, pour reprendre ton analogie. Là. Voire déjà comprendre, c'est déjà une anthropomorphisation d'ailleurs de ces systèmes. C'est-à-dire que ce qu'elle restitue est une information probable sur les documents qu'on lui a fournis. Donc il y a la question d'interprétation, et pour le moment, moi je vois pas d'IA générative capable de faire cette interprétation, même sans le savoir, puisqu'elles n'ont pas de conscience, je n'ai pas vu d'algorithme capable de remplacer l'interprétation pour le moment. La nécessité d'avoir toujours des interprètes. J'ai une dernière question, c'est ton mot anthropomorphisation qui me la suggère. On parle de l'aide à l'écriture dans le texte. Donc, l'IA comme aide à l'écriture, c'est vrai à l'université, dans n'importe quel domaine. J'imagine que c'est vrai en histoire. Dans le texte en question, c'est un passage intéressant. Tu expliquais que on écrit différemment. Donc, c'est une belle réflexion autour du fait que l'outil en tant que tel influence notre façon d'écrire. On écrit différemment avec un crayon, on écrit différemment avec une machine à écrire, avec un PC, avec un cellulaire, avec ChatGPT aussi. La question est simple. Est-ce qu'on transforme l'humain aussi à force d'utiliser ces outils? Est-ce que c'est pas un peu le cas, Frédéric? La transformation de l'humain, alors c'est pas trop mon domaine. Je préfère parler de la transformation de l'écriture. Et en plus, la transformation de l'humain, elle et notre façon humaine d'écrire, alors ça très à force de fréquenter ces outils-là, est-ce que ça peut influencer notre façon même de penser que c'est une écriture humaine? Cette interaction-là entre l'homme et la machine, on finit par... Des fois, j'ai l'impression qu'on écrit nos prompts pour être compris, mais en même temps, notre forme d'écriture se transforme en une forme d'écriture qui peut être comprise par une machine et non plus par un humain. Là. Ça nous transforme un peu aussi. Là. On parlait c'est peut-être le contraire de l'anthropomorphisation. Là. C'est comme si l'humain lui-même finit par se confondre ou essayer de plaquer son identité ou sa façon d'écrire sur celle de la machine. Peut-être un petit peu compliqué, là, mais... Oui, alors, dans le texte en question, on est parti d'abord un peu de Jack Goody, des technologies de l'intellect, et ensuite du cas de Nietzsche et de sa machine à écrire. Nietzsche avait des problèmes physiques, qui posaient problème pour l'écriture, pour la partie physique de l'écriture, donc il acquiert une boule à écrire. Et puis il s'aperçoit que ça une boule à écrire, ah oui, c'est ça. C'était les premières machines à écrire, c'était des boules. Il s'aperçoit très vite, et ses correspondants aussi s'aperçoivent très vite qu'en fait ça change sa manière d'écrire. Donc on s'est demandé si c'était le cas aussi en histoire. Et ce que tu as dit, je l'avais pas exactement perçu pour le cas de l'histoire. C'est-à-dire que le fait qu'on finirait par écrire de l'histoire pour écrire pour la machine. Ça j'avoue que tu vas me lancer une nouvelle réflexion. Nous, on avait plutôt regardé le fait que d'abord le fait qu'on n'a pas beaucoup pensé en tant qu'historien et historienne le passage de l'écriture à la main à l'écriture avec de la machine et notamment avec l'ordinateur. La notion de brouillon, par exemple, n'est pas du tout la même. Il y a un passage du pendule de Foucault d'Umberto Eco qui est génial là-dessus, où il montre que il peut écrire quelque chose puis tout effacer, et c'est comme s'il avait rien écrit, tandis qu'un brouillon papier, si on garde le papier, en tout cas, ça laisse des traces. Donc déjà, on n'a pas pensé ça, et il faudrait quand même qu'on évite de ne pas penser à l'usage de l'IA générative. Plein de collègues nous diront qu'ils n'en utilisent pas, sauf que quand on utilise des logiciels de mail, on a déjà des suggestions d'écriture.
Et donc il y a une introduction douce, discrète. Oui, puis même quand on fait une recherche avec Google, maintenant, là, on nous propose des réponses, donc on l'utilise même sans s'en rendre compte. Là. Exactement. Et le truc, c'est que les IA génératives, c'est des stats, c'est de la probabilité, si on le dit de manière caricaturale, donc il y a quand même un risque d'avoir une sorte de moyenne des styles historiographiques ou des styles d'écriture des historiens, et que ce genre de moyenne d'écriture, en fait, se retrouve dans les différentes suggestions que l'on aura. Donc là, il y a quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas qui est à observer et sur lequel il faut écrire. L'idée que tu soumets qu'on finisse par écrire de manière plus machinique, parce que moi, je regarde mieux compris par la machine, j'y avais pas pensé, et ça va m'empêcher de dormir. Parce que je le vois, Frédéric, je le vois avec les textes académiques. Surtout, moi, je m'intéresse à, c'est ça, l'utilisation de la fraude un petit peu dans le monde académique. Puis on voit que, bon, non seulement il y a d'utilisation parfois abusive des LLM pour écrire des articles scientifiques, mais il y a des machines aussi. On peut, ils appellent ça des moulins à papier, là, des machines qui te permettent de générer des articles scientifiques. Puis c'est simple parce que c'est tellement formalisé, l'écriture humaine dans le monde académique, que finalement, on écrit comme des robots. Puis après ça, on demande à des robots d'apprendre à écrire comme des humains qui écrivent comme des robots. Puis c'est sûr que là, tout le monde est heureux, là. Mais à la fin, ça fait du texte qui est de plus en plus... qui perd un petit peu de son humanité. Là, on écrit pour être publié, puis pour être publié, il faut que ça ressemble à ça. Donc, il y a ça, là, tranquillement. C'est comme si notre façon d'écrire se plaquait sur la demande. Puis là, c'est peut-être, étant donné qu'éventuellement, on va écrire beaucoup, des prompts, puis tout ça, on va finir par écrire d'une certaine façon qui plaît peut-être davantage à la machine en tant que telle qu'à l'humain qui pourrait nous lire. Là. En tout cas, c'est une réflexion. Je pense qu'en histoire, en tout cas dans le monde francophone, je l'ai pas encore vu. Surtout que j'aime pas trop les collègues qui voient l'histoire comme une forme de littérature, mais l'histoire c'est quand même des lettres, donc il y a quand même un style qui d'ailleurs, l'un de mes défauts, moi j'ai un style particulièrement, ce qui est pas particulièrement beau, quoi, mais il y a quand même une partie littéraire dans l'histoire quand on écrit un article ou un livre. Est-ce que c'est encore là aujourd'hui ou est-ce que ça a disparu avec... Oui. Non, c'est encore très clairement là. Par contre, cet été, j'ai quand même beaucoup lu sur enseignement et IA, puisque c'est un champ de recherche en fait qui remonte à la fin des années 80. Alors, IA a changé de sens puisque c'est plus lié symbolique comme à la fin des années 80. Et là, je dois avouer que je suis quand même tombé sur des papiers qui avaient l'air d'être très générés par l'IA. C'était pas c'est intangible, mais on le sent que Ouais, mais ça manque. Au point que je me suis demandé comment ils avaient été acceptés, parce que il y a des moments où il y a des choses bizarres, et il y en a au moins un qui a été publié où j'ai vu 2 références bibliographiques inventées. Ah oui, ça c'est classique. Mais il y a pire que ça. Là, dans les recherches que j'avais faites, on voyait dans les textes, des fois, au début, c'était écrit Regenerate dans des articles scientifiques. Donc, le travail d'édition avait été pas fait. Puis des fois, c'était écrit As an AI Language Model. Donc, let's go. Là. Il y a beaucoup de monde qui a dû passer sur l'article. Je peux pas croire que ça se retrouve. Ça se voit beaucoup plus dans les dossiers de candidature divers et variés. Où là, il y a des gens qui oublient d'enlever la phrase de type Put here something personal, par exemple, entre crochets en plein milieu. C'est dommage pour eux, parce que c'est des dossiers, même s'ils sont bons, qui vont direct à la poubelle. Ben c'est ça. Donc, utilisez-le, mais utilisez-le prudemment, puis surtout avec une certaine décence, s'il vous plaît. Écoute, Frédéric, c'est trop long notre discussion, mais c'est pas grave. Moi, je voulais discuter avec toi. J'avais encore plein de questions, mais on va laisser ça en suspens, peut-être pour une partie 2 éventuellement. Superbe terrain de discussion, de réflexion, IA et histoire. On n'a pas parlé de psychohistoire puis du cycle de Fondation d'Asimov. As-tu quelque chose à ajouter sur Fondation, Frédéric? Alors moi j'adore Fondation. Alors je suis moins fan évidemment des qualités peu humaines d'Asimov, mais le cycle de Fondation, je l'ai lu il y a très longtemps. La série, je viens de terminer la 3e saison. Ouais. J'adore. Mais pour moi, la science-fiction, c'est une projection d'un présent précis dans le futur. Et pour moi, la science-fiction, c'est surtout le passé du futur.
Oui. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop aujourd'hui que l'on utilise la science-fiction pour parler d'IA, parce que l'IA générative telle qu'on la connaît, ça n'a rien à voir avec l'IA telle qu'elle était projetée à l'époque dans le futur, dans la science-fiction. C'est pour ça que dans l'échange qu'on avait eu, j'ai expliqué que j'aimais pas trop. C'est parallèle. C'est parallèle, puisque finalement c'est faire un parallèle avec un futur passé. Oui, je comprends. Je comprends l'idée. C'est une vision du futur qui a été écrite à une certaine époque où on s'imaginait l'intelligence artificielle à une époque où c'était vraiment pas l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Écoutez, c'était Frédéric Claver. Frédéric, qui est professeur d'université au Centre d'histoire contemporaine et digitale. Il l'a appelé le C2DH au cours de l'entrevue. Histoire et IA. L'histoire au temps des algorithmes. Merci encore, Frédéric, pour ces belles réflexions et analyses. Je t'en prie. C'est tout. Convaincu que vous avez aimé autant que moi cette belle aventure en histoire et intelligence artificielle. Chers auditeurs, auditrices, votre hôte Jean-François Sénéchal. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.